Les 11 composantes des accords post-coloniaux des pays africains avec la France. Peu de gens le savent, mais il y a toute une histoire d'accords entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne puissance coloniale, la France. Et non, ce ne sont pas de simples bouts de papier oubliés dans un tiroir poussiéreux. On parle d'accords qui touchent à tout, militaire, politique et surtout économique. Attachez vos ceintures, on va plonger dans les coulisses de ces accords, au nombre de 11, pour être précis. Et devinez quoi? Ils ont été signés dès que les drapeaux des indépendances ont commencé à flotter et tiennent toujours la route aujourd'hui. C'est pas du bluff. Certains chefs d'État africains veillent encore à ce que tout soit appliqué à la lettre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir par quel mécanisme la France maintient ses anciennes colonies dans la pauvreté et la misère. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Premier accord, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Quand ces nouveaux pays ont dit adieu à la période coloniale et sont devenus indépendants, ils ont hérité d'une dette à payer. Les infrastructures construites par la France doivent être remboursées. Le problème, c'est que les détails exacts de ces coûts et des modalités de paiement restent un peu mystérieux. On cherche encore ces informations pour comprendre comment la France a imposé ces conditions aux pays africains. Si vous avez des infos à ce sujet, partagez-les avec nous en les mettant dans les commentaires de cette vidéo. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains, depuis 1961, doivent confier leurs réserves financières à la Banque de France. Ceci concerne 14 pays, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale et Gabon. Cette situation signifie que la gouvernance des politiques monétaires est déconnectée et incomplète, car elles sont directement dictées par le gouvernement français, sans impliquer les autorités financières régionales telles que la CEMAC ou l'UEMOA. Les banques de ces zones économiques et financières sont obligées de conserver 65% de leurs réserves de change dans un compte géré par le Trésor français, et encore 20% pour couvrir les risques financiers. Marrant, n'est-ce pas? De plus, les banques des zones CFA fixent une limite de crédit pour chaque pays membre, plafonnée à 20% des recettes de l'État de l'année précédente. Même si la BEAC ou la BCEAO ont la possibilité de retirer davantage auprès du Trésor français, ces retraits nécessitent l'approbation du Trésor français. En fin de compte, la décision finale appartient au Trésor français, qui a investi les réserves des pays africains sur la Bourse de Paris. En somme, 80% des réserves financières africaines sont conservées dans un compte opérationnel contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA portent des noms africains, mais n'ont aucun pouvoir décisionnel en matière de politique monétaire. Pire encore, les pays eux-mêmes ne sont pas au courant de la part de réserves financières qui leur appartient collectivement ou individuellement, car celles-ci sont sous la garde de l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds auprès du Trésor français sont censés être ajoutés aux fonds africains, mais ni les banques ni les pays membres n'ont d'informations à ce sujet. Seul un petit groupe de 6 administrateurs du Trésor français connaît les montants du compte d'opération et les emplacements des investissements. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, selon les dires du docteur Gary Carp Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines au Trésor français. Il est maintenant estimé que la France détient près de 500 milliards de dollars dans son trésor, et elle semble prête à tout pour contrer toute personne cherchant à éclairer les aspects sombres de son ancien empire. Malheureusement, les pays africains n'ont pas accès à cet argent de manière libre. La France leur permet de toucher seulement 15% de ces fonds chaque année. Si ces nations ont besoin de plus, elles doivent emprunter de l'argent supplémentaire en utilisant leur propre part de 65% du Trésor français, mais à des taux d'intérêt commerciaux. De plus, la France impose une limite sur le montant d'argent que les pays peuvent emprunter à partir de leurs réserves. Cette limite est fixée à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si ces pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leurs propres fonds, la France possède un pouvoir de veto. Un point intéressant à noter est que l'ancien président français Jacques Chirac a récemment abordé le sujet de l'argent des pays africains stocké dans les banques françaises.
Dans une vidéo, il a évoqué le système d'exploitation français. Bien qu'il s'exprime en français, voici une transcription d'un court extrait. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques provient précisément de l'exploitation du continent africain. Ces éléments mettent en évidence la complexité et les implications économiques de cette relation historique entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Vous vous demandez encore pourquoi des milliers de personnes manquent d'eau potable dans plusieurs pays africains? Troisième accord, le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Un fait peu connu est que la France dispose d'un privilège de premier achat des ressources naturelles provenant des anciennes colonies. En d'autres termes, la France a la priorité pour acheter ses ressources. Ce n'est que lorsque la France décline l'offre en disant « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à explorer d'autres partenaires pour vendre leurs ressources. Quatrième accord. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. C'est un fait peu connu que dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises sont en position de priorité. Même si les pays africains pourraient trouver des offres plus avantageuses ailleurs en termes de rapport qualité-prix, les entreprises françaises sont mises en avant. Ce mécanisme a pour résultat que dans de nombreuses anciennes colonies françaises, le contrôle économique repose principalement entre les mains des expatriés français. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les entreprises françaises détiennent et gèrent tous les grands services publics tels que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les transports, les ports et les principales institutions bancaires. Cette tendance se reflète également dans les secteurs du commerce, de la construction et de l'agriculture. Dans l'ensemble, on peut constater que les Africains vivent désormais sur un continent où les Européens possèdent une part considérable des leviers économiques. Cinquième accord. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Un système complexe de bourses et de subventions, associé aux accords de défense liés au pacte colonial, contraint les Africains à envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Cette dynamique a abouti à une réalité où la France a entraîné un grand nombre d'officiers qui sont en quelque sorte en réserve, prêts à être mobilisés pour des actions telles que des coups d'État ou autres objectifs. En conséquence, la situation sur le continent est telle que des centaines, voire des milliers d'officiers africains ont été formés en France. Leur implication dans ces formations, tout en étant une opportunité de développement professionnel, soulève également des questions sur la fidélité à leur propre nation en raison de cette relation de formation avec la France. Ces officiers pourraient être potentiellement mobilisés pour des actions qui servent les intérêts de la France. Sixième accord. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce que l'on appelle les accords de défense rattachés au pacte colonial, la France possède le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et de maintenir des troupes en permanence dans des bases et installations militaires gérées exclusivement par les Français. Un exemple flagrant de cette influence s'est manifesté lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation économique française dans son pays. En réaction, la France a orchestré un coup d'État. Durant le processus visant à évincer Gbagbo, des hélicoptères de combat et des forces spéciales françaises ont directement participé au conflit, engageant des actions meurtrières contre des civils. La justification de la France résidait dans les pertes financières que des hommes d'affaires français avaient subies en quittant rapidement Abidjan, la capitale ivoirienne. Cependant, cette justification semble avoir permis à l'armée française de causer la mort de près de 65 civils non armés et de blesser 1200 autres. Par la suite, la France a orchestré avec succès un renversement du pouvoir et l'a transféré à Alassane Ouattara. Dans la foulée, le gouvernement Ouattara a été sommé par la France de verser des indemnités à la communauté française pour compenser les pertes subies pendant la guerre civile. Étonnamment, le gouvernement Ouattara a versé le double du montant demandé par les entreprises françaises. Ces événements illustrent la manière dont les accords de défense et les intérêts économiques peuvent se croiser dans les relations complexes entre la France et ses anciennes colonies africaines. Septième accord. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur. Vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la Francophonie et possède plusieurs organisations satellites.
Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. Huitième accord, l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne. Mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa trésorerie. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques, ont été consternés. Ils ont suggéré à la France de se débarrasser du système, mais sans succès. Neuvième accord, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rapport, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Dixième accord, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdisait toute autre alliance militaire. Onzième accord, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, la France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Il y a quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France avec l'Afrique. Tout d'abord, la France est accro au pillage et à l'exploitation de l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage. Ensuite, il y a ce manque complet de créativité et d'imagination de l'élite française à penser au-delà du passé et de la tradition. Enfin, la France dispose de 2 institutions qui sont complètement gelées dans le passé, habitées par des paranoïaques et psychopathes hauts fonctionnaires. Ils répandent la peur de l'apocalypse si la France changeait de stratégie. Leurs références idéologiques datent encore du 19e siècle. Ce sont les ministres des Finances et du Budget et des Affaires étrangères de la France. Ces 2 institutions ne sont pas seulement une menace pour l'Afrique, mais pour les Français eux-mêmes. C'est aux Africains de se libérer, sans en demander la permission. Parce que je ne comprends toujours pas comment 450 soldats français en Côte d'Ivoire ont pu contrôler le destin d'une population de 20 millions de personnes. La première réaction des gens quand ils apprennent l'existence de la taxe coloniale française est de poser la question « Jusqu'à quand ?» À titre de comparaison historique, la France a fait payer Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1804 à 1947, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Les pays africains paient la taxe coloniale depuis seulement 50 ans. Pensez-vous qu'ils vont les payer encore pendant un siècle? Ou que l'heure est venue pour que les pays africains se libèrent du joug de la France? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces accords post-coloniaux qui caractérisent le néocolonialisme français. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à la prochaine fois.